Le président américain Donald Trump suscite de nouveau des réactions avec des propos sur le contrôle américain du détroit d'Ormuz. Trump affirme qu'après la défaite de l'Iran par les États-Unis, il pourrait bientôt déclarer le détroit territoire américain. Ces commentaires s'inscrivent dans une tendance plus large. Trump évoque l'extension du contrôle ou de l'influence américaine du détroit d'Ormuz à Gaza, au Kirghizistan et au Canada, jusqu'au canal de Panama et à Cuba. S'adressant à des agents des forces de l'ordre à New York, Trump a déclaré que le détroit d'Ormuz deviendrait bientôt un territoire américain. Cette voie maritime stratégique relie le golfe Persique au golfe d'Oman et constitue l'une des principales routes mondiales de transport d'énergie. Trump a également affirmé que les États-Unis contrôlaient de fait le détroit grâce à leur blocus naval des ports iraniens. Selon le Wall Street Journal, un responsable de la Maison-Blanche a ensuite précisé que Trump plaisantait. Et après avoir fini de vaincre l'Iran, qui est en train d'être très sévèrement vaincu, très bientôt, je déclarerai le détroit d'Ormuz territoire des États-Unis. Au fond, c'est ce qu'il est. Nous avons le blocus. Aucun navire ne passe, sauf si nous le voulons. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, a répliqué à la menace de Donald Trump de déclarer le détroit d'Ormuz territoire américain. Il a affirmé que cette voie maritime stratégique ne pouvait pas être prise par un tweet, un porte-avions, un décret, ni même un discours de campagne électorale. Il a déclaré que l'Iran n'avait pas peur des menaces et ne se laissait pas intimider par une démonstration de force. Il a insisté sur le fait que le détroit d'Ormuz a été, est et restera iranien, ajoutant qu'il ne sera fermé ou ouvert que sur leurs ordres. Il a également appelé Trump à cesser de fantasmer sur la prise de contrôle du détroit d'Ormuz, ajoutant que l'Iran continuerait d'imposer le blocus. Les propos de Trump sur le détroit d'Ormuz s'inscrivent dans une série plus large de propositions controversées visant à placer sous contrôle ou sous influence des États-Unis des lieux stratégiques à travers le monde. Il y a tout juste 2 mois, Trump a parlé de prendre le contrôle de l'île de Karg, une plateforme clé des exportations pétrolières iraniennes. En février 2025, il a proposé que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza et la transforment en Riviera de l'Asie occidentale. Trump s'est même intéressé au canal de Panama, appelant à plusieurs reprises les États-Unis à le reprendre, en invoquant l'influence chinoise. Mais il reste sous contrôle panaméen. Dans le golfe du Mexique, Trump a plaidé pour renommer cette étendue d'eau le golfe d'Amérique, déclenchant une polémique avec le Mexique. Il a aussi juré de placer le Groenland sous contrôle américain avant la fin de son mandat présidentiel, en 2029. Et depuis son arrivée au pouvoir, il a évoqué à plusieurs reprises l'idée de faire du Canada le 51e État américain. Une idée rejetée par le premier ministre Carney, qui a déclaré que le Canada n'était pas à vendre. Après avoir capturé Maduro en janvier de cette année, au lieu de prendre le contrôle du Venezuela, l'administration Trump a cherché à contrôler et à influencer les revenus pétroliers du pays. En mai de cette année, Trump a également jeté son dévolu sur Cuba, affirmant que les États-Unis pourraient prendre le contrôle de l'île presque immédiatement après la fin de la guerre en Iran. Nous rejoignons en direct depuis Sterling en Virginie le lieutenant-colonel Daniel L. Davis, expert militaire et animateur de son émission sur YouTube. Bienvenue dans cette émission, colonel. Nous savons que le détroit d'Ormuz est une voie maritime internationale, pas une allée privée américaine. L'Iran est d'un côté
au mains de l'autre. Et pourtant, Trump affirme qu'il peut le revendiquer comme territoire américain. À quel point faut-il prendre cela au sérieux? Et quelles sont les chances que ça se produise? Écoutez, tout ce que dit le président des États-Unis, le commandant en chef des forces armées américaines, il faut le prendre au sérieux. On ne peut pas simplement l'écarter d'un revers de main. Mais il faut regarder la réalité en face. Comme vous l'avez souligné dans votre introduction, il y a beaucoup d'autres endroits dont il a affirmé que nous pourrions nous emparer, que ce soit le Groenland, le canal de Panama ou toutes sortes d'autres lieux. Mais la réalité, c'est qu'il ne peut pas prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. D'abord, nous ne pouvons même pas mettre fin au contrôle iranien sur le détroit. La dernière chose que nous pourrions faire, ce serait d'en prendre physiquement le contrôle, tout en empêchant les Iraniens d'y faire quoi que ce soit. Ils le peuvent, évidemment. Il n'existe donc aucun mécanisme pour le faire. Nous n'en avons pas les moyens. Même si l'Iran n'était pas là, pour les États-Unis, intervenir et prendre le contrôle serait une entreprise massive, même dans des conditions idéales, que nous n'avons clairement pas. Donc je pense que ce ne sont que des déclarations de la part du président Trump. Mais c'est inquiétant, parce qu'il parle sans cesse d'acquisition territoriale partout dans le monde. Et parfois, il passe à l'acte, comme avec la situation en Iran, comme avec le Venezuela, comme avec ce qui pourrait arriver à Cuba. On ne peut donc pas simplement l'ignorer. Mais dans ce cas précis, ce n'est que de la fantaisie. N'oubliez pas que Trump a dit que Cuba serait le prochain après l'Iran. Le pays est déjà soumis à un embargo qui dure depuis des décennies et Washington resserre aussi les taux sur ses approvisionnements en carburant. Jusqu'où, selon vous, les États-Unis peuvent-ils aller à Cuba au-delà de l'asphyxie économique? Écoutez, ils peuvent tenter beaucoup de choses. Mais d'abord, Cuba, ce n'est pas le Venezuela. Et les Cubains ont une longue histoire de résistance farouche. Et puis, à moins d'avoir une sorte d'accord interne avec des responsables gouvernementaux, comme dans cette situation très particulière qu'on a eue au Venezuela, où l'on pouvait littéralement entrer en une seule journée et en gros rallier tout le gouvernement, ça n'arrivera jamais à Cuba. Ou du moins, c'est très peu probable. Et écoutez, même quand Castro a pris le pouvoir pendant la révolution des années 50, les régions montagneuses là-haut étaient presque impossibles à parcourir pour le gouvernement de Batista, qui essayait de le retrouver. Et puis, après ça, une grande partie de la résistance à Castro lui-même a aussi passé des années dans une sorte de guérilla dans ces montagnes. Si on essayait d'y entrer, on pourrait se retrouver face à quelque chose de ce genre. Mais l'analogie la plus proche serait sans doute la baie des Cochons, où nous avons déjà connu un désastre à Cuba, plutôt que le Venezuela. Donc, si le président Trump pense que ce sera facile, comme au Venezuela, je crois que tout le monde serait déçu et très inquiet. Et nous pourrions même ne pas réussir. Il n'y a donc aucune raison rationnelle, aucune menace quelle qu'elle soit, que Cuba ferait peser sur les États-Unis et qu'une intervention militaire pourrait résoudre. Et j'espère sincèrement que cela restera aussi du domaine de la rhétorique. Colonel, Trump a aussi remis au goût du jour la doctrine Monroe, qu'il appelle même désormais la doctrine Donroe, et qui établit la prééminence des États-Unis dans l'hémisphère occidental. Y voyez-vous une tendance plus large de Trump à chercher à étendre le contrôle et l'influence des États-Unis? Eh bien, le président Trump, si on veut être honnête, ne se soucie pas vraiment des doctrines, ni de quoi que ce soit d'autre. Il se préoccupe seulement de ce qu'il a devant lui aujourd'hui, de ce qu'il veut aujourd'hui. Ça peut changer demain, et il fera simplement autre chose. Encore une fois, même quand on parle des ressources nécessaires pour mettre en place,
disons une nouvelle doctrine d'Onroe, il en faut bien davantage que ce dont nous disposons ici. Et écoutez, cela ne rend pas l'Amérique plus sûre. Cela ne renforce pas notre économie. Cela pousse davantage de gens à ne pas aimer l'Amérique. Cela pousse davantage de gens à avoir peur de l'Amérique. Et quand les gens ont peur, ils prennent généralement des mesures pour se défendre, ce qui n'est ni positif ni bénéfique pour notre pays. Et ce n'est clairement pas bénéfique pour des relations pacifiques dans l'hémisphère. Il y a bien de meilleures façons d'y parvenir que de brandir sans cesse la menace de la force militaire partout. Ça ne marche tout simplement pas, et ça ne marchera pas ici non plus. Au contraire, cela finira par nous ruiner. Mais on ne peut pas dissocier ce dont il parle dans notre hémisphère de ce que nous essayons aussi de faire, sans succès, dans le détroit d'Ormuz, avec la guerre contre l'Iran, et de notre soutien en Europe à la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Nous essayons de disperser nos forces dans tellement d'endroits du monde que nous allons littéralement nous ruiner et tout perdre si nous ne commençons pas à établir des priorités et à faire des choses qui ont du sens. Colonel Davis, regardons aussi le cadre plus large de tout cela. Il n'y a pas seulement Ormuz ou Cuba, il y a le Groenland, le Canada, le Panama, le Venezuela, Gaza, des endroits différents, mais le même discours sur le contrôle et le territoire. Comment voyez-vous l'évolution de tout cela à terme? La souveraineté peut-elle être négociable pour les États-Unis? Eh bien, il faut revenir aux capacités matérielles. Le président Trump avait les moyens physiques de tenter l'opération au Venezuela. Et comme nous disposions de très bons renseignements et que certaines personnes se sont, en gros, retournées contre le régime de l'intérieur, cela a fonctionné là-bas. Il s'est maintenant engagé dans cette guerre en Iran en février de cette année, alors que nous n'en avons pas les ressources. Nous avons donc déjà entrepris et remporté une opération qui est militairement irréalisable. Et nous n'avons toujours pas reconnu cette réalité. Nous continuons quand même à essayer de la gagner militairement. Cela épuise nos capacités militaires. Quand on parle de la bande de Gaza, là on va beaucoup trop loin. Peu importe ce qu'il dit. Ce qui compte, c'est ce qu'il peut faire. Et il ne peut pas faire ça, parce qu'il faudrait littéralement déplacer de force tout le monde. C'est ce que Netanyahou veut faire, et il ne peut pas le faire. Donc nous ne pourrions certainement pas le faire non plus, à moins que cette situation ne soit résolue pacifiquement et que vous obteniez l'accord des populations. Rien de ce que Trump veut à Gaza ne se produira. Et on peut dire la même chose du canal de Panama, du Groenland. Il peut vouloir faire ces choses. Il peut en parler, mais nous n'avons pas les ressources pour les mener à bien. Et s'il tente certaines de ces autres choses, ça va littéralement nous exploser au visage, et ça échouera quand même. Donc je pense qu'il y a suffisamment de gens, surtout dans l'armée, et même certains au sein de l'administration, qui disent au président, « Peu importe ce que vous voulez faire ici, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas le faire. » Donc quelle que soit son envie d'agir, quand elle se heurte aux contraintes concrètes, surtout vu que nous sommes maintenant empêtrés dans ce désastre en Iran, cela va freiner toute nouvelle tentative. Oui, Colonel Davis. On ne peut s'empêcher de se demander si Trump essaye de rendre à l'Amérique sa grandeur ou de la rendre plus grande et plus étendue. Mais merci beaucoup pour votre point de vue. Et comme vous l'avez justement dit, la capacité des États-Unis à faire en sorte que les déclarations de Trump se concrétisent reste toujours incertaine. Merci beaucoup pour votre temps. Tout le plaisir est pour moi. Merci.